Voilà. Élise Pestre, qui est une collègue de l'Université de Paris, on dit maintenant, qui est enseignante en psychologie, psychanalyste, très engagée depuis bien longtemps sur les questions qui nous occupent ici, auteur d'un livre que vous connaissez sans doute, La vie psychique des réfugiés, et directrice, on dit, du numéro de la nouvelle revue de psychosociologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est parue donc en 2018. Je lui laisse la parole. On s'accordera à la suite de son exposé quelques échanges encore, et puis on passera à une petite pause. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Ça marche? Oui. Bonjour, donc ça fonctionne? Normalement, oui. Là, ça marche? Oui, il faut parler près. Et là? Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Dominique L'Huillier. Donc, quand même, je tiens à le souligner, déployer un travail immense pour nous rassembler tous ici aujourd'hui, toutes les associations, notamment qui sont inscrites dans la question du soin psychique, qui s'occupent des personnes exilées. Et je crois que c'est un peu une prouesse parce que c'est rare que tout le monde soit rassemblé autour de cette question qui nous anime tous. Donc voilà, merci pour ce travail titanesque d'avoir fait ça. Je voudrais aussi remercier mon laboratoire, donc le Centre de recherche psychanalyse, médecine et société de l'Université de Paris, en effet, puisque suite à la fusion, on ne s'appelle plus l'Université Paris Diderot, mais l'Université de Paris, qui a, je dirais, financé tout ce travail de recherche, financer et appuyer symboliquement et matériellement ce travail de recherche dont je vous parlerai aujourd'hui, qui s'origine dans les camps et campements de réfugiés en France, qu'on a appelés les jungles, entre guillemets, notamment, mais aussi, où je me suis rendue en fait avec des étudiants en psychologie, des étudiants masterants et doctorants. Voilà, nous sommes allés à la fois en France, dans le nord de la France, à proximité de la frontière avec le Royaume-Uni, et aussi dans le centre qui a été installé, vous savez, le CPA, Centre Primo de Premier Accueil à Porte de la Chapelle, où il y avait une bulle gonflée, et qui accueillait donc pour une durée de 5-6 jours des exilés en errance, abandonnés dans la rue. Il s'agit quand même de ça. Et puis, on est aussi allé au Liban avec toujours des étudiants pour faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qui se passe pour les exilés dans ces situations-là, d'exception. On parlait de droit. Bon, là, on est vraiment dans des lieux d'exception, en dehors du droit, justement. Et pour aussi étudier, faire un état des lieux sur la question des prises en charge cliniques qui sont déployées. Voilà, donc je vous parlerai de cela. Donc, voilà. La question du soin psychique des personnes exilées dans les camps de tout type, humanitaires, campements autogérés, hotspots, etc., interroge l'activité des soignants, mais aussi celle des interprètes et de tous les autres professionnels présents dans ces hors-lieux, comme les désigne Michel Agier, que ces personnes en activité soient bénévoles ou salariées. Si on se centre sur le travail des psys, psychologues, psychiatres, leur activité apparaît dans les camps d'emblée déterritorialisés, hors les murs, hors d'un cabinet où on est habitué normalement à recevoir des patients, et parfois même, comme l'a formulé un clinicien interviewé, hors les limites de la clinique. Ainsi, les espaces de soins, le cadre et les dispositifs proposés sont-ils vécus par les professionnels
comme souvent mise à mal, dévoyée, mais aussi subvertie, transformée. Un médecin qu'on a pu rencontrer dans le pôle santé de ce centre dont je vous parlais, le centre de premier accueil à la porte de la Chapelle, donc qui était composé de cette bulle, hein, je reviendrai là-dessus, qui était une sorte de centre de tri, entre guillemets, hein, des populations. Et puis vous aviez aussi un centre de santé qui accueillait les personnes déjà entrées dans ce camp. Et puis, après, le lieu où les personnes étaient hébergées, hein, où ils dormaient. Et donc, tout autour, il y avait aussi des personnes qui attendaient de pouvoir être hébergées dans ce camp. Donc, on a rencontré un médecin qui nous a dit, qui a formulé qu'il était impossible de faire du soutien psychologique dans les camps et leurs alentours, du fait de la situation de transit des personnes exilées. Or, on s'est interrogé, et ce, hein, depuis 2016, hein, finalement, quand même pas mal d'années, ces différents espaces, camps où nous sommes allés, sur est-ce que c'est vraiment impossible, hein, ou est-ce que quand même il peut y avoir une place pour le soin psychique, et qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui pourrait l'être. On s'est beaucoup questionné sur cette dite impossibilité-là, surtout à la suite d'observations qu'on a pu faire où on a vu, bien sûr, il y a des difficultés immenses hein, pour disposer du soin psychique, mais qu'on observait depuis ces terrains cliniques accidentés, hein, les camps, de nombreuses praxis inventives où frustration du professionnel et créativité hein, alternent, se recouvrent et se nourrissent. Afin de penser les modalités de prise en charge des personnes exilées en situation de frontière, de zone frontière, et l'avènement d'une rencontre clinique qui favoriserait des processus de symbolisation et de resubjectivation, j'aimerais donc vous faire part de ce qu'on a pu observer, hein, de dispositifs déjà mis en place, et puis sur ce que je désignerais comme des contre-dispositifs cliniques qui pourraient peut-être nous inspirer hein, pour sortir justement, c'est ça l'idée de ce colloque, hein, de toute la destructivité hein, et la dimension mortifère, comme le disait Dominique L'Huillier tout à l'heure, qui ne s'étend pas évidemment seulement dans les camps ou les campements, mais va bien au-delà dans les institutions dans lesquelles vous travaillez, on travaille. Alors, pour démarrer, je voudrais vous parler de ce que je désigne depuis un moment. Je travaille là-dessus, sur ce qui serait une clinique à la frontière, parce qu'il me semble que cette notion de frontière, qui est très polysémique, hein, qui est plurielle, eh bien, propose un outil conceptuel fécond pour penser, bien sûr, la clinique dans les camps, qui se situent hein, dans des zones frontières, mais au-delà, dans nos espaces de consultation plus classiques et dans les structures dans lesquelles vous êtes inscrits. La frontière constitue, comme le proposent les anthropologues Metzedra et Nelson, un type d'espace instable qui est plus qu'un lieu figé, finalement, un processus. Hein, donc il y a toute une école de géographie de Grenoble, hein, notamment, je vous renvoie vers leurs travaux, notamment de cartographie de travail sur les trajectoires, les parcours des réfugiés. Et donc, c'est des géographes, mais qui travaillent à la frontière, justement, d'autres disciplines, qui proposent des ateliers très, très, très intéressants, comme Sarah Mekjian, par exemple. Et donc, vous voyez, cette notion de frontière, elle renvoie à des régimes d'ouverture et de fermeture, à la question du seuil, de l'interstitiel, du liminal, qui, en fait, est certes part de la géographie, hein, cette notion de frontière, mais entre en interaction avec les instances psychiques, hein, les instances topiques, très classiques comme les propose Freud, hein, et aussi le régime de la pulsion, tel que la psychanalyse l'a défini.
Et ces anthropologues, finalement, dont je vous parlais, Sandro Mezzadra et Brett Nelson, parlent d'ailleurs, ils ont écrit un livre qui s'appelle comme ça, de la frontière comme méthode, puisque la frontière recèle une portée dialectique en mouvement qui s'étend bien au-delà de la frontière géographique et géopolitique des territoires et des pays. Alors, dans les camps, bien sûr, il y a une multiplicité de barrières qui est présente, que ce soit dans les camps du nord de la France, comme qu'il y a eu, les jungles, mais aussi le CPA dont je vous parlais. Et il y a des barriérisations diverses, des murs, des clôtures barbelées, mais il y a aussi beaucoup de frontières qui sont plus invisibles, de type social, de type linguistique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces zones frontalières, on pourrait dire, il y a beaucoup de troubles psychopathologiques qui sont développés par les populations exilées. Il y a des identités qui vacillent, mais il y a aussi beaucoup dans ce mouvement de déconstruction, de construction et reconstruction qui s'opère. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de frontière, parce qu'elle implique ce mouvement-là de déconstruction, reconstruction, et permet aussi de penser comment l'effet frontière, si vous voulez, ne reste pas que localisé dans les camps, mais se poursuit chez les sujets exilés, migrants que vous pouvez rencontrer dans vos institutions. Ça se poursuit au-delà de ces espaces camps, quand dans les consultations, on a affaire à des personnes qui continuent d'être désancrées, qui continuent d'être désarrimées du politique, des sujets que j'appelle des sujets flottants, qui demeurent dans une sorte de transit territorial, psychique et juridique. On parlait du juridique, on est vraiment là-dedans. Donc on pourrait dire qu'une fois partis des zones frontières des camps, ils restent comme bloqués dans une certaine épaisseur d'une autre frontière, qui est celle du juridique, et puis psychiquement, cette espèce d'entre-deux où on est nulle part, finalement. Donc voilà, c'est comment ça se propage, cet effet frontière, sur les vies psychiques et les corps, les subjectivités après. Il y a une propagation et les personnes restent comme ça dans cet état de flottement. Donc ce dont je vous parle là, c'est ce que je désigne comme une géoclinique des subjectivités et des corps, où donc je travaille vraiment sur comment le moi, c'est intéressant parce que Freud parlait du moi comme d'un être de frontière entre le corps, la psyché, comment le moi va entrer en interaction de manière permanente. Le moi, vous savez, c'est cette instance psychique qui produit les défenses du sujet. Donc, comment il va entrer en interaction permanente avec la géopolitique, le politique environnant et la ségrégation massive à laquelle ces personnes exilées font face. Nous, on est par exemple allés de plusieurs reprises dans ces campements, et pendant le démantèlement, par exemple, on voyait bien qu'il y avait une sorte de démantèlement des subjectivités, mais pas seulement de celles des exilés. On a rencontré par exemple une psychiatre qui était vraiment très très en difficulté, alors qu'elle n'était que là, si je puis dire, depuis 2 mois, c'est-à-dire un turnover impressionnant des soignants, et qui était elle-même dans quelque chose de très en miroir avec la population accueillie, espèce de démantèlement du politique, des camps, mais aussi de démantèlement psychique des personnes présentes. Alors, néanmoins, malgré toute cette destructivité-là, ce qui était frappant, c'est de voir l'émergence de dispositifs en exode de se proposer, je dirais surtout à un niveau institutionnel, donc comme des dispositifs de type pass
de type centre de soins, donc établis par l'État, les mairies, qui finalement généraient beaucoup de difficultés du côté des soignants, beaucoup de frustration. Voilà, c'est là qu'on a entendu dans ce type d'espace ce médecin dire on ne peut pas faire de soins. Quand même curieux quand vous êtes dans un lieu de soins d'entendre ça. Et donc, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait, à l'inverse, dans le chaos, dans ce paysage assez désolant quand même que constituaient les jungles, des espaces cliniques en friche à la portée subjectivante, potentiellement reterritorialisante. Et donc, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des résistances psychiques singulières et collectives, il y a du collectif, qui se déploie à la fois chez les personnes exilées, mais aussi chez ceux qui les prennent en charge, et qui génèrent, même si c'est par battements, par moments brefs, mais qui génèrent des autres modalités de subjectivation possibles, justement dans ces zones frontières-là. Donc, comme je vous le disais, ce qui nous a quand même frappé, c'est que tous les dispositifs de prise en charge clinique très institutionnalisés étaient investis de manière très ambivalente par les soignants. Il y avait une sorte d'usure, de résignation des professionnels qui cohabitaient parfois avec une détresse importante, alors qu'on aurait pu penser que finalement, un espace comme une passe, alors j'ai le terme, l'acronyme, j'oublie le terme de passe. Bon, parfait, donc tout le monde le sait, donc prise en charge, voilà, précarité. Et donc, voilà, donc évidemment, la souffrance au travail se reliait à une clinique du trauma extrême, mais aussi, bien sûr, à une forme d'incohérence et d'instabilité des politiques migratoires conduites qui ont des effets sur le soin psychique. C'est-à-dire que les soignants semblaient répondre à une forme d'injonction paradoxale du type « soignez-les, écoutez-les », mais sans moyens, sans temps et sans argent et sans personne. Espèce donc, c'était très difficile. Et donc, le sujet étranger dans ces institutions apparaissait souvent mis en exil d'un lien de parole qui serait rendu possible si de la continuité, une gouvernance gouvernementale plus globale était instituée. Alors, ce qui nous a aussi interpellés, c'est qu'on a observé une certaine résistance face aux soins psychiques. Là encore, ça vient, c'est pas de la faute des soignants, c'est pas ça dont il s'agit d'épingler, c'est plutôt comme symptôme majeur de la politique actuelle, qui n'est pas seulement nationale, qui est internationale, où en fait on propose des dispositifs hyper institutionnalisés qui rappellent tout ce que Foucault a pu développer du côté de la biopolitique, mais qui sont instables, rejetants, et où l'attention aux troubles psychologiques est reléguée au second plan. Et donc, on s'est rendu compte que dans ce contexte-là incertain, les soignants étaient souvent en difficulté dans la possibilité de s'occuper du psychotraumatisme. Donc, on a entendu beaucoup de soignants dire c'est finalement... on ne touche pas à leur PTSD, on ne touche pas au psychotraumatisme, comme si il y avait l'idée de si on ouvre une porte à une écoute, on ouvre la porte à la boîte de Pandore du psychotrauma, et comme on n'a rien à offrir de stable, ça va exploser psychiquement les personnes. Bon, ça c'est un premier point, un peu une sorte d'état des lieux. Comme je l'introduisais, il est apparu à contrario donc des pratiques beaucoup plus mobiles, comme les maraudes, un dispositif que vous devez connaître, où les personnes vont vers les sujets exilés, en l'occurrence dans les camps.
Donc là aussi, on a rencontré un certain nombre de professionnels et certes, ça représente un dispositif risqué, hein, du fait que, comme le dit un psychologue, il faut porter soi-même le cadre, mais en même temps, bien qu'ils se sentent un peu livrés à eux-mêmes, ces soignants-là disposent d'une certaine marge de manœuvre, hein, finalement clinique, qui les autorise à une certaine flexibilité, une certaine liberté clinique, qui fait que c'est apparu comme étant les dispositifs finalement les plus féconds. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des maraudes ou des ateliers improvisés au gré de la sensibilité et des désirs de chacun. Hein, là, on parle bien du désir de prendre soin, hein, d'un autre, mais sans être voué à un cadre qui serait forcément, qui parfois empêcherait ça. Donc, on fait de la peinture, de la cartographie, de la danse. Et vous voyez, ce qui m'a semblé là intéressant, et on le développe dans un article que vous retrouverez donc dans la nouvelle revue de psychosociologie qu'on a écrit donc avec des doctorantes présentes, vraiment des dispositifs qui vont naître en creux ou en marge de ceux établis institutionnellement. Hein, c'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de subversion des cadres établis, hein, des dispositifs établis, et on a affaire à une forme de bricolage clinique, créatif et vivant. Hein, et donc, Lévi-Strauss avait beaucoup développé cette notion de bricolage, qui est vraiment intéressant. Du côté des résidus, hein, de destruction, de construction, et quelque chose en mouvement finalement, et qui est donc tout à fait en vie, quoi, qui vibre. Donc un psychologue a par exemple pu développé, en fait, a pu dire, hein, sur son expérience de la maraude dans les campements, qu'il bricolait, hein, je le cite, lui-même des outils de médiation linguistique, culturelle, pour pouvoir entrer avec ces personnes. Donc, il détournait l'usage habituel du dispositif un peu vaguement établi de la maraude, hein, par l'ONG dans laquelle il travaillait, pour créer des outils vraiment nécessaires à ses besoins du moment, et qui le mettait dans une disposition d'écoute d'une parole d'un autre, hein, de l'autre étranger présent, devenu possible. Bon, je ne vais pas développer toute cette situation clinique, mais je voudrais souligner que c'est aussi du fait de cette destructivité, finalement, de ce qu'on pourrait désigner, hein, si on s'appuie sur l'optique psychanalytique, de la pulsion de mort qui est quand même là, inondante, on va dire, qu'aussi il y a de l'élan créateur qui peut émerger. Hein, ça, c'est vraiment le versant, on va dire, hein, lacanien de la pulsion de mort, mais finalement, la pulsion de mort, elle est certes volonté de destruction, mais elle est également volonté de création à partir du rien et volonté de recommencement. Hein, donc ça, je crois que c'est important, parce que c'est parce qu'il y a du rien que c'est ex nihilo, qu'il peut y avoir une autorisation à créer quelque chose. De la destructivité, on pourrait dire, naît du vivant. Alors, je voudrais vous faire part maintenant un peu d'une expérience qu'on a mis en place, donc très expérimentale, mais on a trouvé que ça donnait des pistes clinico-théoriques fécondes. Dans cet espace atypique de la bulle, hein, dont je vous parlais, j'y étais avec, à un moment donné, une étudiante qui était complètement bilingue, psychologue, donc chercheuse, mais aussi bilingue avec la langue arabe. Et donc, dans ce dispositif, hein, de la bulle, voilà, c'était vraiment un endroit un dispositif hyper spatialisé, hyper frontiérisé. Donc, d'un côté, les hommes, de l'autre, les familles, les mineurs isolés. Et donc, même si tout était assez bien organisé, finalement, il y avait quand même un vécu d'éclatement de cet espace et d'ambivalence de l'accueil. C'est-à-dire, on accueille sans accueillir. Toujours un peu ce mouvement-là. OK. Donc, on était présente avec cette étudiante-là. C'était un lieu vraiment étrange qui a été dégonflé depuis, qui s'apparentait à une grande serre, si vous voulez. Donc, j'y suis allée en hiver, je crois qu'il faisait -15 dans la serre.
Et on y était là pendant la canicule, donc il faisait à peu près 50 degrés. Donc ils ont même fermé à un moment donné la bulle. Et donc, finalement, c'est dans cet espace qui ne semblait remplir a priori aucune des conditions nécessaires à la mise en place d'un espace d'écoute qu'est née une praxis clinique en marge de l'institution présente, gouvernementale présente, ainsi qu'un lieu tiers d'écoute et d'ouverture à l'altérité que j'ai désigné donc comme psychologue volant, en s'inspirant de la maraude, finalement, qui impliquait l'idée d'aller vers l'autre. Donc, les personnes exilées étaient enfin entrées dans ce dispositif et attendaient, en fait, d'être orientées vers leur chalet. Je crois que ça s'appelait des chalets, où vous allez pouvoir dormir. Et donc, nous, on était là. Donc, les personnes étaient épuisées. Parfois, elles avaient dormi des semaines, voire des années, enfin, le parcours migratoire dans la rue, etc. Donc, c'était assez touchant en même temps dans cette bulle parce qu'il y avait vraiment, voilà, on voyait les corps complètement abandonnés. Les gens écoutaient les instructions, mais voilà, c'était un moment assez flottant. Et donc, nous, on s'est mis à circuler comme ça, en allant un peu à la rencontre de manière très spontanée des personnes un peu présentes. Et en quelques mots, bon, je voulais faire part d'une séquence comme ça clinique qui nous est arrivée, parce qu'à un moment donné, donc tout près de l'entrée de cette bulle, c'est vraiment, voilà, il faut se représenter justement des barrières, des cloisons hermétique mais poreuse entre les différents espaces, donc vraiment proche du seuil de l'entrée, très agité. Il y avait un homme qui était là, un père de famille, qui semblait désespéré, qui était là avec sa famille, des enfants très petits. Et puis, donc, on arrive un peu vers lui. Nous-mêmes, on était un peu égarés dans cet espace-là. Et donc, on lui dit, bon, est-ce que vous voulez un peu discuter ? On est des psychologues, on est là. Il dit, enfin, quelqu'un est là pour m'écouter. Et donc, il nous raconte que suite à une histoire, je vous épargne les détails, mais ils avaient perdu l'hôtel dans lequel ils étaient logés depuis quelques nuits. Et donc, ils se retrouvaient, il avait passé une nuit dehors, déjà, avec un bébé, un nourrisson et deux petits-enfants. Ils avaient donc perdu leur hôtel, ils étaient extrêmement angoissés d'avoir nulle part où aller. Donc, quand même des personnes qui avaient fui les exactions de Daesh depuis l'Irak. Bon, il s'est passé quelque chose d'étrange. Donc, on parlait là debout. Et en fait, donc, ma collègue, la collègue doctorante, en fait, qui normalement traduisait, en fait, s'est arrêté de traduire ce que disait le monsieur, donc, qui était vraiment très, très inquiet sur qu'est-ce qu'ils allaient faire cette nuit et ensuite. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de la fameuse, ce qu'on appelle des fois la barrière de la langue, qui était tombée, parce que je me suis mise à comprendre l'arabe, en quelque sorte, alors que je ne parle quand même pas du tout arabe, et comme si sa détresse se transcrivait dans ma langue, en quelque sorte. Donc, bon, c'était un peu étrange, voilà, ça introduit plein de pistes que je n'aurai pas le temps de développer, mais ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est de souligner comment, finalement... Alors, je finis cette situation quand même. Donc, au bout d'un moment, donc, on échange, on reste 1 heure avec eux. Bon, c'était très angoissant. Où est-ce qu'ils allaient dormir ? L'idée, c'est de dire que c'est parce qu'il y avait cette puissance d'adresse à un autre qui est enfin là pour écouter que ça faisait comme tomber cette barrière de la langue. Je ne comprenais pas, évidemment, mot à mot, mais la situation, les gestes... Et finalement, il y eut une résolution presque magique de cette situation parce qu'ils purent récupérer leur hôtel. Bon, tout se finit bien. Donc, voilà, on était évidemment tous soulagés. Mais alors, ce que je voudrais souligner au-delà de ce dénouement heureux, c'est comment on peut offrir une sorte d'hospitalité, hic et nunc, dans un là, où on est malgré tout dans un espace a priori hostile et que, voilà, il va y avoir une écoute qui va s'ouvrir face à une parole en détresse qui est en suspens d'adresse depuis trop longtemps. Donc, on va créer là un espace seuil
situé entre les espaces délimités par l'institution, qui va fabriquer comme une sorte de sas d'accueil qui va permettre la mise en récit, finalement, de l'expérience vécue par le sujet exilé de tout lieu. Et donc, voilà, ce qui nous a semblé frappant, c'était que finalement, même ce phénomène de la langue comprise, où je me suis sentie comme transportée par l'étrange fluidité de la langue de l'autre, comme le dit l'auteur Baba, eh bien, émerge, à mon sens, là où les divisions spatiales favorisent des chevauchements de subjectivité. C'est pour ça que c'est intéressant, cette idée de clinique à la frontière, c'est-à-dire c'est aussi parce qu'il y a des divisions spatiales, de la séparation, que peuvent aussi émerger, qu'il y a des effets d'espace qui se produisent dans les subjectivités en situation de camp, y compris dans les subjectivités des soignants et des professionnels. Bon, je ne vais pas tarder à finir, mais vous voyez que cette manifestation de l'effacement de la fameuse barrière linguistique ou culturelle, elle est aussi intéressante parce que des fois, elle apparaît un peu comme une sorte de défense, c'est-à-dire du côté des institutions, d'une manière générale, mais des soignants, enfin de tous les interlocuteurs qui disent il y a la barrière de la langue, comme fantasmée comme infranchissable, alors que, bon, bien sûr, il y a la question de l'interprétariat, mais que c'est des fois une sorte de défense pour mettre à distance l'autre perçu comme radicalement différent. Donc, je finirai en disant que, bon, c'était un exemple, une petite séquence clinique, une expérimentation à la frontière qu'on a fait, un petit peu en zone frontière, parce que le CPA était situé à la frontière de la ville, à la frontière du périphérique, à la frontière du camp. Mais c'est là qu'émerge finalement une zone de négociation interstitielle, vous voyez, où, bon, là, c'était assez heureux comme séquence, mais il y a eu des fois beaucoup d'agressivité, du rejet. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est de dire qu'il peut y avoir du sujet qui sort dans ces espaces qui sont des zones finalement évolutives et conflictuelles et qui impulsent finalement ou peut être impulsée une clinique en mouvement où depuis le dehors, ce qui me semble intéressant, c'est que nous, on venait du dehors, donc on n'était pas identifié, par exemple, avec un gilet institutionnalisant, et que donc on était nous-mêmes mis en exode de ce lieu. C'est-à-dire on venait un peu égarés nous aussi en disant bon, on est là pour vous écouter finalement. Et que donc là, il y a la question des corps, du corps du psychologue aussi qui est en déplacement, qui va vers le sujet et qui offre une présence corporifiée où la parole en reste peut se déposer, se retrouver et retrouver pour celui qui s'exprime et via l'étranger une consistance propre. Donc je terminerai par cette idée-là, c'est que cette rencontre ouverte dans un espace-temps donné s'appuie sur la verticalité des corps et des psychés, disponibles à une parole éventuellement agressive, disloquée. Et donc, je crois que voilà, ça touche aussi à l'idée que on peut se plaindre évidemment beaucoup de tout ce qui se passe, mais il y a aussi l'éthique du clinicien qui est invité à être créatif, finalement. Et par exemple, cette question de la position debout nous a paru finalement assez intéressante, c'est-à-dire ça laisse ouvert à une libre circulation psychique et physique. Finalement, on résiste ensemble dans cet espace de tri, au point même où l'assujettissement est total. D'ailleurs, résister, c'est se tenir debout, et la racine sta du grec stasis implique le sens de se lever, mais aussi de se soulever contre. Je vous remercie et voilà, je termine mon intervention.